Les agresseurs d'enfants, les alcooliques et les spécialistes des tiges de sel télescopiques sont quelques-uns des plus récents vainqueurs de la Classicissima Milano-San Mo, mais aucun d'entre eux n'avait un avantage médical aussi important que le légendaire Francesco Moser lors de l'édition de 1984. À l'âge de 33 ans, le coureur sponsorisé par une société de crème glacée a effectué l'une des meilleures descentes du Poggio de tous les temps pour lever les bras sur la Via Roma et chanter la célèbre chanson de Ricky E Poveri, Che Confusion, Force Sono Dopato, en remportant le trophée du vainqueur pour la première et dernière fois de sa carrière, réalisant ainsi son rêve d'enfant 9 ans après qu'Eddy Merckx, dopé aux amphétamines, l'ait confortablement battu lors de l'édition de 1975. Après plusieurs années fastes de champion du monde, 2 Tours de Lombardie et 3 Paris-Roubaix, Moser avait été fortement critiqué par la presse au cours de la campagne 1983, où il n'avait pu remporter que des victoires importantes à Milano-Torino et dans sa course natale, le Giro del Trentino. Il semblait que ses meilleures années étaient terminées et que la star déjà consacrée Giuseppe Saroni, de 6 ans son cadet et récent vainqueur de Milano-San Mo et du Giro d'Italia serait celui qui éloignerait Moser du numéro 1 dans le classement des cyclistes les plus aimés du pays transalpin. Mais Francesco a tiré les ficelles parmi ses contacts financiers et a décidé de parier sur l'innovation pharmacologique pour faire un all-in et redevenir le meilleur. En janvier 1984, Francesco Moser devient instantanément le Platon du dopage dans le cyclisme. Jusqu'alors, les cyclistes présocratiques qui consommaient des amphétamines et du pot belge avaient dominé, mais l'amateur de vin italien réussit, grâce au créateur des barres énergétiques Enervi, le Dr Sorbini, a engagé la Dream Team exclusive des équipes médicales du dopage, tout le clan de l'université de Ferrare dirigé par Francesco Conconi et avec plusieurs disciples comme Aldo Sassi et surtout Michel Ferrari. Cette équipe légendaire de médecins du dopage recommanderait à Moser d'éviter complètement les amphétamines, qu'il utilisait une méthode que des footballeurs comme Franz Beckenbauer ont rendue à la mode dans les années 70 appliquée au sport d'endurance, grâce à l'argent que Conconi recevait du comité olympique italien pour préparer des champions olympiques comme l'athlète Alberto Cova. On parle évidemment de transfusion sanguine sous forme de poche de sang, un dopage beaucoup plus coûteux que le dopage classique du cyclisme jusqu'alors, en raison de l'infrastructure nécessaire et du contrôle médical auquel les athlètes devaient se soumettre. Le plus beau, c'est qu'officiellement Moser ne se dopait pas, bien qu'on sache aujourd'hui qu'il le faisait, puisque les transfusions sanguines n'ont été interdites qu'en 1986, si bien que, dopé jusqu'à la moelle, légalement, le cycliste bénéficiant de la meilleure préparation médicale de tous les temps aurait remporté tous ses succès en 1984. Le plus drôle, c'est que tout a vraiment commencé avec un spectacle qui avait plus d'attrait économique que purement sportif, le record de l'or populaire au Mexique. Francesco Moser était obsédé par l'idée de battre le légendaire record du dopé Eddy Merckx en 1972, lorsque celui qui a présenté Michel Ferrari et Lance Armstrong a battu 49,431 km/h dans le Vélodrome olympique de Mexico. Depuis août 1983, Moser se préparait dans le pays aztèque même avec un entraînement spécifique dirigé par Conconi et Ferrari, toujours avec l'un des premiers cardiofréquencemètres de l'histoire fixé sur sa poitrine, des séances courtes et explosives dans le vélodrome combinées à un entraînement sur route, basé sur l'ascension de pentes raides sans descendre de la selle complètement bloquée. Mais il avait aussi le premier vélo de l'histoire avec des roues lenticulaires, qu'il avait obtenu grâce à ses contacts économiques et qui améliorait nettement l'aérodynamisme puisque la roue arrière était nettement plus petite que la roue avant. Comme si cela ne suffisait pas, le vélodrome de Mexico était non seulement le bon en termes de hauteur, mais il était aussi dirigé par un Italien, l'ancien cycliste Luigi Casola, un type particulier qui traitait la piste avec de la résine synthétique pour améliorer encore le glissement des roues. Et bien sûr, les transfusions que Conconi, Sassi et Ferrari lui injectaient dans la veine pour pouvoir voler, bref, 2 millions de dollars 1984 que monsieur Paolo Sorbini utilisait pour sponsoriser Enervi, et cela a entraîné une énorme répercussion sportive à l'intérieur et à l'extérieur de l'Italie. La préparation était si bonne, l'amélioration des performances dues aux transfusions était si évidente, qu'au premier contact sur le vélodrome,
4 jours avant le jour J, Moser avait déjà battu le record de Merckx par un énorme 50,808 km/h. Cela ne lui a fait que plus de publicité, si bien que le 23 janvier 1984, avec un vélodrome plein et des dizaines de caméras de télévision, entre 11 et 12 heures du matin, il est parvenu à battre son record avec un incroyable 51 km et 151 mètres. Il avait réussi, Moser était à nouveau le numéro 1 du cyclisme, le favori de Torani, le favori de Tifosi, le favori des Marqués, en bref, celui qui gagnait le plus d'argent. C'est ainsi qu'il décida que non seulement Conconi, mais aussi ce jeune homme à lunettes qui jusqu'à présent ne s'entraînait qu'avec des skieurs, devait le rejoindre lors de ses objectifs sur route pour la saison. Et le premier d'entre eux était Milan-San Mo. Le Doping Plateau, en collaboration avec son académie de médecins renommée, avait établi un plan spécifique pour le retour à la compétition. Moser oublierait les courses des petites villes et se concentrerait uniquement et exclusivement sur les grands objectifs de la saison, le Milano-San Mo et le Giro d'Italia, les deux grandes compétitions de son pays qu'il n'avait pas encore gagnées et qui représentaient aussi un investissement financier moindre que d'aller sur un Tour de France plein de haute montagne où, malgré les transfusions magiques, on ne pouvait pas transformer un excellent rouleur comme Moser en super climber. L'académie n'avait pas encore atteint le niveau de perfection jusqu'à l'arrivée d'Aristote Indurain. Et Moser est arrivé à San Mo comme une balle, ce n'était que sa deuxième course de l'année, mais sa forme après être descendu de l'altitude du Mexique était absolument stupéfiante. Avec un petit sac injecté au bon moment, le coureur de GIS Gelati a attendu calmement que des hommes comme Marc Madiot de la dangereuse Renault de Guimard ou Stephen Roche, le coureur déjà établi de la Redoute qui venait de terminer deuxième à Paris-Nice, attaquent sur le Poggio, juste au début de la descente. Ils ont pris une petite avance et ont profité de leur incroyable amélioration de puissance pour commencer à gagner des mètres et des mètres sur leurs poursuivants les plus proches, de la même manière que le petit-fils et le fils de Dopé l'ont fait en 2023. Sur le plat en direction de la Via Roma, Seco a commencé à prendre de plus en plus d'avance tandis que Conconi et Ferrari souriaient depuis une chambre d'hôtel miteuse. Leur plan avait fonctionné et la vieille machine avait été ressuscitée plus forte que jamais. Moser a eu tout le temps de célébrer la victoire malgré le travail de la Panasonic Raleigh d'Eric Van Dreharden pour essayer de réduire son avance, et il a réussi à remporter le monument tant convoité avec une avance de plus de 22 secondes sur le peloton. 2 mois plus tard, il remportera son premier et unique Giro d'Italia de manière totalement mafieuse, comme tu peux le voir dans une vidéo de cette humble chaîne. Alors n'oublie pas de passer et de laisser un joli like sur cette vidéo si tu veux que je te parle d'un autre spectacle de dopage à San Mo, celui de 1991.